Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui du naufrage moral et communicationnel d'Israël. L'image est époustouflante. Elle passe en boucle à Al Jazeera. Nous voyons un soldat israélien tomber sous les balles ennemies. Jusque-là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais on voit en même temps un combattant palestinien avançant à pas assurés, s'approchant du cadavre et avec un calme olympien, lui retirant ses munitions et son fusil et s'en va, vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Sans crier gare, une autre image émanant de notre archive mémorielle, comme pour nous rappeler l'indicible, où l'on voit des soldats israéliens donnant des coups de pied, crachant et même urinant sur des cadavres palestiniens. Le contraste est saisissant entre une résistance animée par une noble cause et une armée animée par une malveillance primitive. Cette double scène indique qu'Israël donne libre cours à ses fantasmes les plus morbides. Ne contrôlons plus ni images, ni signes, ni symboles. Serions-nous étonnés aujourd'hui si Israël ne projette qu'une image repoussante? Dans ce contexte, oublie-t-il que la communication s'avère l'alpha et l'oméga? Qui nierait donc qu'il y a l'Israël d'avant la guerre à Gaza et l'Israël d'après? L'Israël d'avant, c'était stupeur et tremblement. C'était la seule démocratie dans le désert arabe. C'était l'armée la plus morale du monde. Certes, il y avait des voix qui dénonçaient de telles mystifications, mais la meute médiatique inféodée au pouvoir sioniste actionnait ses assourdissants mégaphones pour rendre ses voix inaudibles. Ainsi, le mythe demeurait intact. Ne fallait-il pas attendre le combattant palestinien qui retira à son ennemi son fusil, ses munitions, son discours, pour que tout soit chamboulé, pour que le maître des horloges perde le sens de l'initiative? Le voilà donc dans toute sa nudité. Mais cuirassé dans sa bulle, il n'a aucune conscience des mutations en cours. Il continue sa guerre en toute quiétude, jusqu'au jour où on lui apprend de toutes parts que sa guerre n'est qu'un effroyable génocide. Israël semble surpris, jure ses grands dieux qu'il ne fait que se défendre. Et le génocide réfuté se mue en boîte de Pandore. Tout un non-dit occulté remonte à la surface et finit par établir les faits. Tout n'a pas commencé le 7 octobre. Non, le point de départ, c'est la Nakba en 1948. Non, le 7 octobre n'est qu'un repère dans un chemin ensanglanté où l'exil, la spoliation, la déportation tiennent le haut du pavé. Qu'a-t-il donc Israël à opposer à ce discours qui émane des entrailles de la souffrance? Une communication propagandiste qui redouble de férocité égocentrique. Bernard-Henri Lévy vient nous dire qu'Israël est l'emblème, le modèle anticolonial
Finkielkraut, pour sa part, vient nous dire que la faute revient à la dimension surnuméraire enfantine à Gaza. Quant à Meir Habib, il vient nous dire qu'un juif ne peut pas être un colon. Non, ce qui sous-entend que le juif est un ange pétri de pureté céleste, alors que le Palestinien n'est qu'un sous-homme. Une communication vieillotte, ressassée jusqu'à la nausée, où le mythe se substitue à l'histoire. Les certitudes dictées par une vérité absolue, le réel comme le conjoncturel sont écrasés par une vulgationniste imbibée de sa doxa biblique. Autant cette vulgate est frappée d'obsolescence, autant elle signe et persiste à nous refourguer sa camelote. L'image d'Israël est dans la boue. Il arrive qu'une image soit entachée, mais que l'on puisse toujours redorer. Mais que peut-on redorer quand on affame une population, quand on déchiquette des bébés, quand des soldats urinent sur les cadavres avant de les livrer aux chiens? L'infâme est ainsi gravé au burin. Son empreinte est irrémédiablement ancrée dans les mémoires. Comment donc l'effacer? Toute légitimité s'effiloche. Un travail archéologique est entamé. Ainsi, fantasmes, fiction, terre promise, tout cela s'effondre pour ne laisser place qu'à une vérité écorchée vive. Le coup de grâce vient incontestablement de ces juifs scandalisés, révoltés contre un sionisme qui instrumentalise leur judaïté, transformant leur livre sacré en un vulgaire cadastre. Ces femmes, ces hommes de conscience, fidèles à leur tradition juive de justice, tendent une main généreuse à leurs frères palestiniens. Mais les amants de Sion n'aiment pas cela. Alors ils se mobilisent pour sauver les meubles et ils font appel à leur trouvaille la plus prodigieuse, à savoir un État palestinien, véritable poudre aux yeux, visant à tuer définitivement le rêve démocratique d'un peuple. Un État croupion, sans continuité territoriale. Un État à la Mahmoud Abbas, cautionnant colons, apartheid et fanatisme. Un État autocratique, à l'instar de tous ces États arabes, musulmans, israéliens, qui n'arborent l'étendard de la démocratie, que pour mieux tordre le cou de la démocratie. Non et non. Le seul État qui sortirait juif et palestinien et tout le Moyen-Orient de cette danse macabre est l'État judéo-islamo-chrétien qui bannirait tout messianisme, sioniste, islamiste, évangéliste. Un État multiculturel où toutes les opinions, tous les livres sacrés sont traités d'égal à égal. Toutes les religions s'expriment et s'affrontent dans une agora de diversité et d'honneur. Vision naïve et utopique, me dira-t-on, mais les utopies d'hier ne sont-elles pas la réalité d'aujourd'hui? Depuis quand l'homme ne se nourrit que du pain froid, du pain rationnel? Mesdames et messieurs, merci de votre attention et à très bientôt.